bienvenue sur notre chaîne innovenaturopathie.com. C'est Abdelaziz El Mansouri, innovenaturopathie.com, naturopathe certifié et micronutritionniste certifié. La vidéo d'aujourd'hui, c'est la 4e de la série. On se propose aujourd'hui de vous parler de la micronutrition, l'art de la micronutrition, et vous donner en fait le pourquoi de cette approche, la définition et les concepts, les champs d'action. Vous donner aussi les principes fondamentaux et les champs d'application et les principes d'action. On terminera ce volume avec les objectifs. Donc, pour revenir brièvement sur ce qu'on avait épilogué la dernière fois, on expliquait que en fait la médecine fonctionnelle s'imposait comme indispensable du fait même de l'épidémie. On sait aujourd'hui par exemple que les troubles fonctionnels représentent plus de 75% des motifs de consultation en France et à défaut d'être pris correctement en charge, ils peuvent évoluer vers des états chroniques. Donc c'est quand même assez grave. Une fois que la maladie s'est installée, ça devient problématique. Donc nous sommes face à, comme nous l'expliquions, nous sommes face à une épidémie et un risque majeur de faillite des systèmes d'assurance maladie à moyen long terme. Donc c'est un véritable problème, c'est même presque de la folie. Donc l'approche allopathique, on a vu aussi que l'approche allopathique seule n'était pas suffisante pour gérer ce problème et que l'approche allopathique seule face aux maladies chroniques avait montré ses limites. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles on proposait aux praticiens de la médecine conventionnelle d'ouvrir leurs portes, d'ouvrir leur cœur, d'ouvrir leurs yeux et de se rendre compte qu'ils avaient des partenaires avec les praticiens en médecine fonctionnelle. Donc on va faire la définition et le concept. Qu'est-ce que la micronutrition ? La micronutrition, elle dérive de la nutrition. Elle consiste à satisfaire les besoins en micronutriments de l'individu par une alimentation à haute densité nutritive, adaptée à son équilibre en premier lieu et qui pourrait être associée, si nécessaire, à une alimentation personnalisée. La micronutrition s'intéresse à l'impact des micronutriments sur la santé et vise à optimiser le statut en micronutriments de l'organisme de manière individualisée. Le constat est simple. Chacun est unique, pourvu de son métabolisme et de ses propres besoins. C'est ce qu'on expliquait la dernière fois en expliquant que l'approche devait être spécifique parce qu'on était tous individualisés et qu'on était tous très différents les uns des autres. En effet, comme j'expliquais, l'homme montre un haut degré d'individualité. On sait qu'il n'y a pas deux personnes qui montrent la même constitution biologique, même si les différences ne sont pas toujours très apparentes. On sait également que d'un point de vue scientifique, l'homme moyen sur lequel sont basées les nombreuses recommandations d'ordre nutritionnel n'existe pas. Donc cet homme moyen, c'est un leurre, c'est un mythe. L'homme moderne présente beaucoup moins d'uniformité que ce qu'on veut bien le penser. On comprend bien qu'on n'a pas tous la même génétique et qu'on n'a pas tous le même contexte, on vit pas tous dans les mêmes milieux, donc on ne peut pas avoir une seule recommandation nutritive pour tout un pays, c'est pas possible, c'est dérisoire. Donc ce qu'il faut, c'est du sur-mesure. Donc ainsi le but donc de la micronutrition est d'adapter l'alimentation d'un individu à son profil personnel, ce qu'on définissait la dernière fois comme épigénétique. Donc il en découle ainsi son principe essentiel, c'est la prise en charge nutritionnelle individualisée par détection des éventuels dysfonctionnements et leur correction. On y reviendra quand on parlera des cas particuliers et qu'on fera des thématiques pour chaque trouble. Donc, les troubles fonctionnels, en effet, en plus d'optimiser le contenu de l'assiette, il s'agit aussi de s'appuyer sur l'existence d'éventuels troubles fonctionnels du patient, ce que j'avais appelé fonctionnalité des systèmes la dernière fois. Donc, il faut s'appuyer sur l'existence d'éventuels troubles fonctionnels du patient que la médecine allopathique peine à traiter. Je pense notamment au SIBO, je pense au CIVBO, je pense au Candida albicans, je pense à tout un tas de troubles fonctionnels qui vont peut-être même échapper aux médecins allopathiques. Donc les troubles fonctionnels résulteraient de l'existence de déséquilibres, de déficits ou d'intolérance à des constituants de notre ration. Je pense, dans le cas extrême, pour la maladie cœliaque,
Un cœliaque, lui, il pourra pas manger de gluten et c'est à vie. Donc voilà, c'est dans ce sens-là qu'on l'entend. Supprimer tout ce qui va venir parasiter notre fonctionnalité. Donc, ce qui est de la différence entre la médecine classique et la médecine fonctionnelle, on l'a expliqué dans la dernière vidéo. Donc, grosso modo, pour résumer, l'approche en médecine fonctionnelle, c'est une approche spécifique et donc une approche de santé, une approche de prévention, alors que de l'autre côté, l'approche allopathique, c'est une approche qui est basée sur le médecin, donc qui est spécialisé, c'est le médecin qui est le spécialiste et qui va nous donner des solutions d'en haut. C'est pas participatif, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de comment dire, il n'y a pas une anamnèse approfondie pour donner des solutions de changement de vie. Il y a juste un traitement allopathique en général. Donc les champs d'action de la micronutrition, d'après le concept donc de micronutrition, chaque fonction physiologique dépend de la présence optimale de molécules qui y participent. Il en découle quoi? Il en découle qu'une cellule mal nourrie ou mal oxygénée, elle aura tendance à dysfonctionner et à l'échelle des tissus, cela se traduira par des troubles fonctionnels, fatigue, troubles digestifs, troubles ostéo-articulaires, troubles infectieux, troubles cutanés ou circulatoires. L'aliment intervient sur la santé de l'individu à 4 niveaux différents. Le premier niveau, c'est fournir de l'énergie ou pour un fonctionnement global des cellules de l'organisme. Le deuxième niveau, ça va être fournir des micronutriments pour les faire fonctionner. Et le troisième, c'est de se comporter comme un messager pour moduler l'expression des gènes. Et le quatrième, c'est se comporter comme facilitateur ou perturbateur de l'écosystème digestif. Donc on voit que l'aliment, c'est pas juste pour nous rassasier. Il y a plusieurs points elles ont plusieurs fonctions. Je viens d'en définir 4. Les principes fondamentaux et les champs d'application. L'étude des micronutriments est très complexe en fait du fait de leur nombre et de leur interaction. Il faut admettre que l'on est obligé de raisonner sur des données moyennes et disparates pour tenter de dégager de grandes règles. Donc je vais essayer d'en dégager quelques-unes. La première, c'est la recherche d'un maintien ou d'un rétablissement de l'équilibre biologique en évitant les déficiences graves ou les excès néfastes. Le deuxième point, c'est l'administration de micronutriments complémentaires en quantité raisonnable pour obtenir une synergie d'effets rare et dans certaines pathologies, car bien souvent, nous, je sais qu'on le fait rarement de complémenter, parce qu'on sait que bien souvent, si on traite bien le terrain et qu'on l'adapte à l'alimentation, c'est largement suffisant. Si on rétablit la fonctionnalité des systèmes, après, on a juste à donner une alimentation à haute densité nutritive, et c'est dans beaucoup de cas largement suffisant. Donc voilà, il y a certaines, on y reviendra dans un cas spécifique. Donc le prochain point, c'est éviter l'utilisation de micronutriments incompatibles dont la toxicité risquerait de se potentialiser. L'autre point, c'est tenir compte du patrimoine génétique, l'héritage biologique différent pour chacun. Le point suivant, ce sera de tenir compte des habitudes alimentaires liées aux traditions familiales et régionales. Ensuite, on va apporter dans certaines circonstances aux cellules les moyens de défense contre les agressions causées par l'absorption de toxiques représentés par les drogues, l'alcool, les médicaments et les excès de tabac. En fait, le dernier des principes qu'on a dégagés, c'est de se référer à l'écologie alimentaire. On y reviendra aussi là-dessus. Donc la démarche de la micronutrition fait appel à 3 principes que sont la fonctionnalité, l'assimilation et la biodisponibilité optimale. Donc la fonctionnalité, pour commencer, elle est définie comme l'interaction significative et bénéfique de nutriments avec une ou plusieurs fonctions dans l'organisme. Cette approche fait envisager l'aliment comme un ensemble de molécules interdépendantes les unes des autres et capables d'influer sur les fonctions physiologiques. L'analyse des besoins de la cellule par rapport au fonctionnement des tissus est un tout autre concept que de se focaliser sur les apports optimaux en partant de l'assiette. Donc les conseils globaux. Ce concept adoptant une courbe en U de base étroite
définit une fourchette entre une dose minimale indispensable d'un nutriment ou d'un micronutriment et une dose maximale. Elle tente de tenir compte, après des études, des effets d'un nutriment au sein de différents métabolismes ainsi que de son interaction avec d'autres nutriments. Il en résulte la fourchette utile et suffisante dans laquelle un nutriment ou un micronutriment peut être conseillé chaque jour pour le meilleur bienfait de l'organisme. En notion, cette notion elle amène le micronutritionniste à évaluer au cas par cas la complémentation qui ne doit pas être systématique ou à dose massive. En fait, ce qu'on explique et qu'on rabâche constamment, c'est que c'est une approche spécifique, individualisée et non globale. L'assimilation, en relation directe, donc on est en train de voir le point de l'assimilation. L'assimilation en relation directe avec l'écosystème intestinal et par l'intermédiaire des probiotiques, ce principe cherche à garantir en fait la meilleure digestion et une absorption optimale des nutriments et des micronutriments. Optimiser le fonctionnement digestif et le préalable systématique de la prise en charge micronutritionnelle. Donc ce qu'on expliquait la dernière fois, c'est que il faut rétablir la fonctionnalité des systèmes. En effet, l'apport correct au niveau de l'alimentation ou de la complémentation ne saurait être efficace s'il n'est pas intégré correctement par l'organisme. Donc, ce que j'explique bien souvent, c'est que on va pas poser un tapis sur un parterre sale. On va d'abord passer la serpillière, on va d'abord bien nettoyer, dégager le sol. Une fois qu'on a dégagé le sol, à ce moment-là, on va venir tapisser. Il en va de même pour les intestins. On va pas commencer à donner des compléments, des suppléments, alors qu'on n'a pas rétabli la fonctionnalité digestive. C'est une aberration. J'appelle ça, moi, jeter des micronutriments par les intestins. Parce que si on n'est pas optimum, si on n'est pas en santé pour recevoir ces micronutriments, ça sert absolument à rien. Je vois d'ailleurs beaucoup de gens faire l'erreur de donner des probiotiques immédiatement avant d'avoir traité. C'est pas conseillé. D'accord? Donc le dernier point, c'est la biodisponibilité optimale. Il existe plusieurs définitions de la biodisponibilité des nutriments. J'avais brièvement abordé ça dans la première vidéo. Donc d'une manière générale, il s'agit de la proportion de nutriments absorbés par la muqueuse intestinale et qui servira de micronutriments pour le métabolisme cellulaire et les fonctions organiques normales. La biodisponibilité dépend de la matrice alimentaire, des procédés de préparation et de cuisson et des interactions avec les autres nutriments et antinutriments. Donc, c'est important cette notion nutriments. Beaucoup de gens ont la notion, mais les antinutriments, peu de gens en tiennent compte. Je pense à mes amis végétariens, parce que je suis en guerre contre personne, moi, qui négligent souvent les antinutriments dans les légumineuses pour venir prétendre qu'on peut obtenir les protéines en simplement mangeant des légumineuses. C'est un mythe. Voilà. Donc, par exemple, le fer ou le zinc ont des biodisponibilités particulièrement faibles, surtout lorsqu'ils sont issus d'aliments végétaux et qu'ils contiennent des phytates, qui est un des antinutriments les plus connus. Ces composés phosphorés les complexes et inhibent leur absorption intestinale. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle antinutriments. C'est parce qu'ils viennent inhiber, ils viennent parfois même prendre leur place. Et donc, c'est vraiment, au lieu de se retrouver avec du zinc ou du fer qui sont primordiaux dans notre santé, on va se retrouver avec des antinutriments qui vont prendre leur place. Et donc, forcément, il va devenir ce qu'on appelle, nous, les carences nutritives. Donc enfin, l'état physiologique du sujet influence aussi la biodisponibilité. Ça nous ramène au point précédent dans lequel on parlait de rétablir la fonctionnalité des systèmes. Donc tout ça c'est cohérent, je veux dire c'est très logique et il suffit de le comprendre. Donc ces règles et 3 principes sont les bases de la prise en charge micronutritionnelle. Ça il faut s'en souvenir. Une fois qu'on a assimilé ça, on peut vraiment venir en aide à ses clients. Ça, j'arrête pas de le rabâcher à mes élèves et c'est vraiment un point important. Il y a un temps pour tout, il y a une quantité pour tout, il y a une façon de faire pour chaque chose. Il y a vraiment, il faut être spécifique, il faut vraiment être un bon détective, bien faire son enquête avant pour savoir ce qu'on va réellement proposer et pour atteindre l'efficacité. Donc, les champs d'application. Bon, mais les champs d'application, ils sont nombreux et variés. On peut notamment citer la préservation d'un bien-être quotidien et d'une santé à long terme.
c'est vraiment primordial. La prévention des maladies cardiovasculaires et du syndrome métabolique, la prévention du vieillissement et des maladies dégénératives, la prévention de l'ostéoporose par exemple, l'ostéoporose et des états de fragilité. Bon, je pourrais citer cela en exemple, mais il y en a plein d'autres. La prévention du surpoids, qui est un véritable problème dans notre société, l'accompagnement du traitement du surpoids et ses complications cardio-métaboliques. Je vous expliquerai dans une autre vidéo la grosse différence qu'il y a entre un diététicien, un micronutritionniste et un nutritionniste. Vous verrez que c'est quand même c'est des grosses différences. Donc ensuite, c'est les troubles du fonctionnement digestif, inconfort digestif, le trouble fonctionnel intestinaux, constipation. Ensuite, il y aura les troubles de l'humeur et du sommeil. Et la prise en charge du sportif, ça aussi, voilà, on n'intervient pas que pour les maladies, hein. On peut intervenir aussi avec les sportifs, optimiser les performances sportives, la tolérance à l'entraînement et la récupération en tenant compte de leur façon de s'entraîner. Comme j'explique, c'est toujours du spécifique, du cas par cas et du sur-mesure. Donc le sportif n'aura pas les mêmes besoins que quelqu'un d'obèse. Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler des principes d'action de la micronutrition. Donc il cible 5 systèmes appelés maillons faibles par les micronutritionnistes. Ces derniers ont rapporté que des troubles fonctionnels chroniques coïncidant avec un nombre limité de points faibles souvent incriminés. En effet, les anomalies touchant le plus souvent certains processus de régulation hormonale, nerveuse et protection cellulaire, et principalement 2 organes, le cerveau et l'intestin. Donc nommés maillons faibles, parce qu'ils sont souvent mentionnés dans les dysfonctionnements, la qualité des apports nutritionnels pourrait cependant largement les prévenir. Donc il existe 5 maillons faibles, on va essayer de vous les énumérer. Donc le maillon intestinal, il joue un rôle capital, ça je n'arrête pas de le répéter, je sais que je rabâche, mais on apprend avec la répétition. Donc le maillon intestinal, il joue un rôle capital pour l'assimilation des nutriments et pour la défense de l'organisme grâce à tous ces systèmes enzymatiques et sa flore intestinale. Donc c'est ce que j'explique. Il faut rétablir la fonctionnalité, c'est la première des notions, la première base, c'est celle-là. Ensuite, le maillon gastrique. Donc l'estomac joue un rôle essentiel dans la digestion des nutriments et de la santé globale. Un estomac insuffisamment acide est aussi un facteur de mauvaise absorption de micronutriments et de risque d'infection et de colonisation. Autrement dit, l'assimilation des nutriments présents dans la nourriture que l'on ingère diminue, même si celle-ci est d'excellente qualité, et on risque même la candidose ou le SIBO par exemple. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'acide gastrique qu'on a dans notre estomac, c'est une barrière. C'est pas juste fait pour faire fondre les aliments. C'est primordial de faire fondre les aliments, sinon on n'aura pas accès aux micronutriments. Mais l'une des premières fonctionnalités de l'acide gastrique, c'est de créer une barrière et de nous protéger contre les infections, contre les choses qu'on aurait mal nettoyées, tout ça. Donc quand ça tombe dans un milieu acide, c'est de suite liquidé, c'est nettoyé. Donc ça, c'est vraiment important. Il y a beaucoup de gens qui ne le prennent pas en compte, et je pense justement à l'approche allopathique où ils se servent énormément de l'oméprazole. Par exemple, quand vous faites un Helicobacter pylori ou que vous avez des RGO, une des premières choses que va vous proposer le médecin, c'est une trithérapie, et l'un des médicaments de cette trithérapie, ce sera les IPP, les inhibiteurs de la pompe à protons. Il y a des marques, oméprazole, etc. Enfin, les gens sont familiers avec ça. Et le problème de cette approche, en fait, c'est que ça va diminuer l'acidité de votre estomac. Donc c'est pour ça que j'estime que ça peut être vraiment problématique. Donc l'autre maillon, on a dit qu'il y en avait 5, on en a cité 2. L'autre maillon, c'est le maillon membranaire. Les membranes cellulaires sont composées essentiellement d'acides gras saturés et insaturés, oméga 3 et oméga 6. Leur bon équilibre permet une souplesse optimale des membranes et donc une fluidité membranaire indispensable au bon fonctionnement cellulaire et surtout une diminution de l'inflammation. Donc le ratio oméga 6, oméga 3 est important. Suivant les écoles, nous ce qu'on recommande, c'est du 4 pour 1, entre 4 pour 1 et 1 pour 1, quoi. Donc pour un acide oméga 3, un acide oméga 6, ce serait l'idéal.
selon nous. Le prochain maillon faible, ce serait le maillon cérébral. Le cerveau, pour fonctionner correctement, utilise les protéines alimentaires nécessaires à la synthèse des neuromédiateurs qui gèrent notre comportement, nos actions, nos humeurs et notre sommeil. Le lien avec le bon état gastrique et intestinal est évident. Donc l'axe intestino-cérébral n'est plus à démontrer. On sait pertinemment que quand il y a des problèmes intestinaux, on se retrouve avec des problèmes psychologiques, mentaux. Donc vraiment, l'axe, je veux dire, même dans les cas d'autisme, on s'est rendu compte qu'en nettoyant bien les intestins et en apportant une alimentation adaptée à l'enfant, on arrive à avoir de très bons résultats. D'ailleurs, le professeur Montagnier a été un des pionniers dans ce domaine-là. Le prochain maillon, et le dernier, donc le cinquième, c'est le maillon de la protection cellulaire. Les cellules de l'organisme utilisent l'oxygène afin de fournir l'énergie nécessaire. Une partie de cet oxygène est à l'origine de la libération de dérives très agressives appelées radicaux libres que l'organisme doit neutraliser. Il s'agit de la protection cellulaire composée d'enzymes antiradicalaires issus de la génétique et des piégeurs de radicaux libres issus principalement de notre alimentation, ce qu'on appelle les antioxydants. Donc pour terminer, l'objectif de la micronutrition pour optimiser l'état de la santé de l'individu est d'explorer et renforcer si besoin ces 5 systèmes intriqués entre eux et naturellement présents dans l'organisme. Le but étant de faire fonctionner au mieux et d'éviter tout déséquilibre duquel peuvent jaillir les symptômes ressentis au quotidien, la fatigue, les troubles de l'humeur, du sommeil ou de la mémoire, les troubles diffuses, les douleurs diffuses, la fragilité osseuse et tendineuse, les problèmes cutanés, hormonaux ou digestifs, mais aussi à plus long terme, on peut avoir des maladies inflammatoires, des maladies artérielles coronaires, des accidents vasculaires cérébraux, certains cancers, un diabète insulino-résistant, on peut avoir la dégénérescence maculaire liée à l'âge, l'asthme ou l'arthrose, enfin je pourrais en citer énormément. Hein. L'enjeu de la micronutrition sera d'assurer le bon apport des aliments et donc des micronutriments grâce auxquels on pourra maintenir un bon état de santé globale ou prévenir ces anomalies. La partie qui suit répertorie une majeure partie des micronutriments classiques que sont les vitamines, minéraux et oligo-éléments. Donc en fait voilà, ce que se propose la formation Innov Naturopathie, c'est de vous proposer une formation complète et approfondie qui aborde la santé d'un point de vue biochimique, moléculaire. Donc c'est ce qu'on appelle l'approche fonctionnelle en fait. Dans certains pays, on parle de nutrithérapie sous le terme de médecine orthomoléculaire. On parle aussi de médecine fonctionnelle. La naturopathie, qu'est-ce que c'est que la naturopathie? Si ce n'est de la micronutrition et de la médecine fonctionnelle déguisée. En fait, on parle tout le temps de la même chose. L'appellation est différente, mais ce qu'on cherche à faire, c'est rétablir les systèmes et remettre la machine en route, grosso modo. Donc voilà, nous, notre but, c'est de vous apporter un enseignement en micronutrition à la pointe des recherches, réactif et toujours d'actualité en fonction des dernières études scientifiques. Notre blog en témoigne, on fait de nombreux articles à ce sujet-là. Donc il faut savoir que nos formateurs sont des thérapeutes professionnels, actifs, et qui mettent en pratique les cours qu'ils vous enseignent. Donc ce sont des cours concrets et pratiques. Voilà, on a fait le tour. La prochaine fois, on commencera les vidéos d'un point de vue fonctionnel. Et donc, il me reste à vous remercier pour votre attention et de vous demander pardon si ça a été un petit peu lourd. Mais bon, voilà, je voulais d'abord faire ces vidéos pour bien établir, faire les bases du savoir, pour vous expliquer vraiment ce qu'était cette approche, pour ensuite que ce soit beaucoup plus simple pour vous de comprendre quand je vais aborder par thématique.